Bonjour à tous et bienvenue sur Just It. Alors c'est la première vidéo de la chaîne. Just It, ça existe depuis 2012, donc ça fait 11 ans que ça existe, mais sous la forme d'un site internet. La chaîne YouTube, elle existe depuis longtemps aussi, mais il n'y avait pas de contenu dessus. Alors il y avait deux petites vidéos qui venaient illustrer un article que j'avais rédigé, mais c'est tout. Donc aujourd'hui, première vidéo de la chaîne, et pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler d'un projet d'enceinte centrale. Alors, une enceinte centrale qui va venir dans un salon avec une télé. Ce n'est pas une enceinte centrale qui va être pour une salle dédiée avec un écran transsonore où on va pouvoir mettre 3 enceintes identiques, répondre à toutes les normes dont on a besoin. Là, on a une contrainte différente, c'est une enceinte centrale qui va venir dans un salon pour un home cinéma. Donc, il ne faut pas que ce soit trop gros. Ça ne peut pas être à la même hauteur que les enceintes frontales parce qu'il y a la télé qui est en plein milieu. Donc l'enceinte, dans ce cadre-là, elle va venir sous la télé. On est obligé du coup de faire une enceinte, si on ne veut pas qu'elle soit par terre, une enceinte qui va être plutôt avec un format horizontal. Et cela impose quelques contraintes, on en reparlera tout à l'heure. Dans ce projet, dans cette vidéo, on va parler de directivité parce que c'est un sujet important quand on parle d'enceinte centrale. Et puis, ça va nous permettre de débriefer un petit peu de ce sujet-là et de pourquoi il existe autant d'enceintes centrales différentes sur le marché. C'est une enceinte qui est spécifique. Alors, elle est super importante en home cinéma parce que c'est une enceinte qui va récupérer tous les dialogues et aussi une bonne partie de la bande sonore. Donc, il ne faut pas que ce soit une enceinte au rabais. Le choix des haut-parleurs en ce qui me concerne, il va s'articuler autour d'un petit haut-parleur que je vous présente ici qui est le ScanSpeak 10F. C'est un médium large bande. Il a été testé sur Just It dans un article qui compare plusieurs médiums et haut-parleurs. Donc je vous laisse aller sur le site, regarder cet article si vous voulez. Il est arrivé premier du classement dans mon test. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, mais celui-là, je l'ai trouvé très intéressant. Et suite à ce test, il me restait cet exemplaire en mono. Donc, je ne savais pas quoi faire de ce petit haut-parleur tout seul. Et c'est là qu'est venue mon idée de faire une enceinte centrale articulée autour de ce petit haut-parleur. Pour ceux qui suivent la page Facebook ou la nouvelle page Instagram, je vous ai montré deux petits tweeters Neodim que j'ai choisis et qui vont venir accompagner ce 10F. Alors je ne sais pas encore lequel je vais choisir des deux. Je vais faire un test dédié pour ça. Ça ne prendra pas très longtemps, mais il faut le faire. Et je vais choisir lequel des deux je vais utiliser. Donc dans les deux tweeters, je vous les présente rapidement. On a un VIFA BC25, donc Neodim. On l'a déjà utilisé sur Just It, c'est dans le projet Mini 12. C'était le petit tweeter qui avait été utilisé. Pas cher, hein, ça coûte une quinzaine d'euros et il marchait plutôt bien. Ce serait la suite logique de mes enceintes Triad parce qu'elles équipent la version ferrite du BC25. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. En outsider, j'ai rajouté ce petit DX20. Donc c'est un 20 mm celui-là, c'est pas un 25 mm, donc un peu plus petit, probablement qui raccordera moins bas, mais avec un 10F, on peut raccorder assez haut, on peut raccorder à 3000 Hz, comme on a fait dans le projet Segunda, où on a utilisé en fait ce petit 10F aussi. Donc j'aimerais bien le tester. Alors il est mignon, il a une double ferrite ici, voire triple. Si on regarde d'un peu plus près, il y a probablement une chambre de résonance derrière. Donc j'ai vu des mesures qui avaient l'air assez encourageantes. Ça sera l'outsider. On va le tester aussi. Pour la partie grave, eh bien, j'ai fait les fonds de carton parce que j'ai des haut-parleurs qui sont à la maison et qui servent à rien. Donc j'ai sélectionné des haut-parleurs de 13 cm de la série HDS chez Peerless. Donc ici ce sont les HDS 134 avec la membrane en papier
qui s'appelle Nomex. J'ai aussi la version en fibre de verre. J'utiliserai soit l'un soit l'autre. Au niveau des paramètres Till and Small, on est à peu près pareil. Donc le volume de charge ne changera pas. Je pourrai les échanger comme je veux. Alors on change de plan et je vais vous montrer un petit peu sur la table avec les haut-parleurs de quoi je vais vous parler par rapport à la directivité de l'enceinte centrale. Alors je vais enlever les haut-parleurs de la table et on va repartir du début. On connaît tous la structure d'une enceinte de base, c'est un haut-parleur de grave médium avec un tweeter, c'est les petites enceintes de voix, on va dire c'est vraiment l'enceinte de base. Pour mettre une enceinte comme ça, on va avoir une enceinte qui va être un petit peu en hauteur, comme une enceinte bibliothèque, et une enceinte bibliothèque dans un meuble télé, ce n'est pas très pratique à placer comme ça. Donc on serait obligé de placer l'enceinte couchée, et ça va nous poser des problèmes de directivité entre les haut-parleurs sur le plan horizontal, là où ce problème de directivité, on l'avait sur le plan vertical avant. En plus, ce n'est pas très esthétique parce que ce n'est pas symétrique. Donc, on voit beaucoup d'enceintes centrales avec deux haut-parleurs pour faire une symétrie. En plus, ça augmente la tenue en puissance et on met un petit tweeter au centre. Au niveau directivité, c'est encore moins bien parce qu'on a une interférence entre les deux haut-parleurs qui sont éloignés l'un de l'autre. On le verra tout à l'heure. On passera sur l'ordinateur. Je vous montrerai les simulations de directivité. Ça, c'est l'enceinte qu'on va rencontrer le plus souvent. On appelle ça souvent une enceinte en MTM, Medium, Tweeter, Medium. Cette disposition, que certains vont appeler d'Apolito aussi, mais c'est un peu plus particulier d'Apolito, ça répond à certains critères. Mais voilà, ça c'est ce qu'on va rencontrer souvent sur le marché. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est ajouter un petit médium au centre et qui va être surplombé par son tweeter et les deux haut-parleurs de grave qui seront placés sur les côtés. Ça va nous permettre de recentrer, d'avoir une symétrie, de recentrer la partie médium ici avec l'aigu et d'avoir le médium grave sur les côtés. On va diminuer, vous verrez, l'impact sur la directivité. On garde la tenue en puissance des deux haut-parleurs et normalement on aura le meilleur des deux mondes. Alors le meilleur des mondes, ça serait de remplacer ici ça par un coax, voire même un gros coax, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur sur les coax, donc on va partir là-dessus. On aura un petit effet de directivité verticale entre les deux là, mais qui sera même moins marqué que sur une enceinte biblio standard, donc ça ne devrait pas poser non plus d'énormes problèmes. Alors l'enceinte centrale que j'aimerais réaliser, elle va venir s'intégrer dans ce meuble télé. Actuellement, j'ai mis en test une petite biblio équipée d'un VIFA PL14 et le tweeter, c'est un ScanSpeak D2905 9300. Je vous rassure, la biblio qui est en dessous, elle n'est pas raccordée, hein, c'est celle-là qui fait office de centrale pour le moment. La niche fait 50 de large sur 21 de haut. En volume utile, j'ai calculé qu'on arriverait à 28-29 litres, ce qui est plutôt confortable normalement pour mettre deux haut-parleurs de grave dans cette enceinte. On voit que ça sera accordé sur l'ampli home cinéma qui est à côté. Pour les petits curieux, la mallette en dessous, c'est mon matériel de mesure. Et actuellement, ça viendrait s'intégrer avec les enceintes triades qui font office de frontale actuellement. Donc nous voici sur l'ordinateur. J'ai fait un petit plan SketchUp assez rapide de l'enceinte centrale. Donc sur ce plan, on voit un peu les dimensions de l'enceinte. Donc on rappelle 500 mm de large, 210 mm de haut et 400 mm de profondeur. Donc ce qui nous intéresse, c'est la face avant et le placement des haut-parleurs que j'ai représenté très simplement par leur diamètre externe. Donc on a le petit tweeter ici, le médium au centre, hein, donc ils sont alignés sur l'axe central ici, et puis on a un boomer de chaque côté. Au niveau des dimensions, les boomers font 152 de diamètre, le tweeter fait 70 de diamètre, le médium fait 97,5 mm de diamètre. Ce qui va nous intéresser, ça va être les surfaces émissives en piston.
Donc ces surfaces, on les retrouve dans les datasheets des haut-parleurs. Donc ici, on voit 10,7 cm pour le haut-parleur de grave. On retrouve 68 mm ici de diamètre pour le médium. Alors, il faudra diviser par 2 pour avoir le rayon. C'est ce qui nous intéressera tout à l'heure, vous verrez. Et puis, le tweeter, bon, c'est un classique 25 mm. Donc, au niveau de la face avant, ça donne ça. Pourquoi je fais ce petit plan? Ça va me permettre d'avoir les coordonnées géométriques dans l'espace des haut-parleurs. Donc, notre point d'origine, il est ici. Ça, c'est le 0. On a l'axe X ici qui est l'axe horizontal. Donc, si on va à droite, on est en positif. Si on va à gauche, on est en négatif. L'axe vertical ici, c'est l'axe Y. L'axe Y, donc en positif vers le haut, en négatif vers le bas. Et puis, on a l'axe Z qui est la profondeur. Donc, en négatif, pardon, quand on va ici, en positif. En positif quand on va dans la profondeur, en négatif quand on revient vers nous. Donc ça va nous permettre de renseigner le logiciel de simulation qu'on va utiliser pour pouvoir simuler la directivité théorique de l'enceinte avec des haut-parleurs qui fonctionneraient parfaitement en piston. Pour ça, je vais utiliser un logiciel que vous connaissez peut-être déjà si vous avez parcouru le site internet qui s'appelle LSPCAD. J'utilise beaucoup VituxCAD maintenant comme logiciel de simulation, mais LSPCAD nous permet de faire ça un petit peu plus simplement. Donc, on va passer sur LSPCAD et j'ai préparé une simulation pour vous. Donc, dans LSPCAD, j'ai renseigné quoi? Les haut-parleurs, donc le tweeter, le médium et les deux haut-parleurs de grave. Je leur ai appliqué des filtres actifs parce qu'on va simuler un filtrage dessus et on va pouvoir étudier un petit peu les différentes configurations. Donc avant de faire la configuration que je vous ai montrée sur SketchUp, j'aimerais qu'on reparte de la base et par exemple qu'on parte d'une enceinte qui va être une enceinte bibliothèque standard avec un seul haut-parleur de grave et un tweeter. Donc on va déconnecter le médium et le deuxième boomer. Alors j'avais mis un petit interrupteur ici qui ne fonctionne pas sur LSPCAD, on s'en fiche, on le débranche. Ensuite, on va débrancher ce boomer-là. Il va nous rester le woofer 1 et le tweeter. Ce tweeter, on va rentrer dans sa fiche technique. On a renseigné qu'il avait un rayon de 12,5 mm, donc c'est un piston circulaire de rayon 12,5 mm, ce qui nous fait 25 mm de diamètre comme on a connu. Sur l'axe Y, il est à 55 mm de haut. Je vous rappelle la simulation SketchUp, 55 mm. Et je n'ai pas appliqué de profondeur sur ce haut-parleur et il est sur l'axe 0, donc le X est à 0. C'est un petit peu notre point de référence, parce qu'il est au centre de l'enceinte. Sur le boomer, là, sur mon plan, les boomers étaient écartés de 129 mm. On pourrait laisser comme ça. Sur l'enceinte biblio que j'utilise actuellement, il y a 136 mm. On peut renseigner cette valeur-là si on veut. 136 mm. J'ai mis une profondeur du centre émissif à 25 mm ici pour le Z par rapport au tweeter, en considérant toujours notre tweeter comme origine sur ce plan-là. Donc ça, c'est pour la simulation. Piston circulaire, 50,4 mm de diamètre pour atteindre les 10,7. Enfin là, ça fait 10,8, mais on ne peut pas mettre plus de chiffres après la virgule. Ça ne change pas grand-chose. Donc là, on va passer à la simulation du hors-axe. Donc pour avoir les courbes hors-axe, il faut aller dans le menu. On va chercher leur axe et puis on lui demande les angles qu'on voudrait avoir. Donc là, j'ai renseigné 15, 30, 45 et 60 degrés. Il suffit de cliquer dessus et on demande l'angle qu'on veut. Pour le moment, je cherche la directivité horizontale, donc on est sur les X. Là, on voit une directivité, mais ça, c'est sans filtrage. Sur une deux voies comme ça, avec un boomer et un tweeter standard, en général, on va filtrer autour de 2000 Hz.
Donc, on va appliquer sur le tweeter un LR24, par exemple, à 2000 Hz. Et sur le boomer, un LR24 à 2000 Hz. Alors, pour ceux qui ne savent pas, low pass filter, high pass filter, low pass, ça veut dire qu'on laisse passer le bas. High pass, ça veut dire qu'on laisse passer les hauts. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est couper les fréquences hautes. Donc, on laisse passer le bas. C'est le low pass. Donc ici, on se met à 2000 aussi. Comme on est sur du LR4, on vérifie. On a une courbe à peu près bonne ici. Alors, ça change pourquoi? Parce que j'ai renseigné un petit axe de profondeur. Donc, on pourrait le compenser avec la phase. Ici, donc si le boomer est un peu en retard, on va mettre un petit retard sur le tweeter de manière à ce que, donc on y va par itération, hop, on va venir faire coïncider les courbes. Donc on a un phase tracking qui est parfait. On devrait se retrouver avec une sommation qui est parfaite. Si on regarde le hors axe, eh bien on se retrouve avec une courbe comme ça. Donc on voit que si on prend une enceinte couchée, une enceinte biblio couchée, et qu'on fait la directivité horizontale, ce qui correspond à sa directivité verticale en fait, hein, quand on a une enceinte bibliothèque standard, eh bien on se retrouve avec un joli creux ici autour de la fréquence de recouvrement des deux haut-parleurs. Donc pas très jolie courbe de directivité sur une configuration comme ça. Donc là, dans cette simulation, on a pris pour origine le tweeter à 0. Hein. Si on voulait centrer l'enceinte entre les deux haut-parleurs, et par exemple, on avait dit 136, donc si on met 70 d'un côté pour le tweeter et 70 de l'autre. Donc vous avez vu que si on augmente l'écart entre les haut-parleurs, la courbe, ça s'aggrave. Hein. Et qu'on met 70 de l'autre, qui nous fait 140 en tout, bon, on retrouve une courbe qui est à peu près pareille. Donc, on s'embête pas. Si je remets mes 129 de départ, je remets le tweeter à l'origine, on se retrouve avec une courbe assez proche. Donc là, on a bien compris le principe de ce que ça donne avec ça. Les enceintes centrales qu'on va rencontrer le plus souvent, ça va être une enceinte centrale. Si je reviens sur mon SketchUp, donc là, ici, on avait simulé un boomer et juste un tweeter. Là, sur une enceinte centrale classique, on a les deux boomers de chaque côté et juste un tweeter au centre. Donc le MTM, classique ici. Donc on va simuler ça maintenant pour voir ce que ça donne sur ces enceintes classiques que l'on rencontre et qui donnent une symétrie visuelle par rapport à une biblio couchée. Donc là, on va rajouter un haut-parleur de grave. On lui a renseigné c'est moins 129 d'un côté et l'autre est à plus 129 de l'autre. Et puis, on va garder notre fréquence de coupure à 2000 Hz. Il y a certains tweeters qu'on pourrait mettre un petit peu plus, mais là, on va rester sur cette configuration-là. Je vais appliquer un gain de 6 dB donc de moins 6 dB pardon, sur les haut-parleurs de grave, histoire de se réaligner avec notre tweeter. On voit que notre sommation, elle est toujours parfaite, hein, ça ne change rien. Donc le hors axe, ça donne ça. Donc comparé à une biblio couchée, ben, en fait c'est moins bien. On a un plus gros creux, on a une augmentation de la directivité autour de la fréquence de raccordement. Et là, c'est vraiment pas joli. Donc c'est une des pires des configurations. Et en plus, plus on va écarter les haut-parleurs entre eux, et pire ce sera. Donc nous, la solution, enfin en tout cas moi, la solution que j'ai choisie, c'est de venir intercaler, je vous remets sur le plan, un petit médium ici, pour essayer de compenser ça. Donc on va voir ce que ça donne avec le médium maintenant intégré dans notre simulation. Donc je vais le rebrancher. Si j'y arrive, voilà. Je rebranche mon médium. Maintenant on a tous les haut-parleurs qui sont branchés. Alors les filtres, eh ben, ils ne sont pas bons. On va se remettre sur notre simulation. Les filtres dans l'interrupteur, ils ne marchent toujours pas. Les filtres, ils ne sont pas bons.
ici, avec ce petit médium, on va pouvoir se permettre de couper un peu plus haut. Donc, on va couper autour de 3000. Notre fréquence de coupure, ici, on la passe à 3000. Et le médium, eh ben, on va le couper aussi. Donc, on va le filtrer aussi. Donc, le low pass, on va le mettre à 3000 également. Et le raccord avec les boomers va se faire, on va dire à peu près, hein, pour la simulation, on va choisir 600 Hz. Donc là, on a un filtre à 600 Hz et on va descendre ce filtre-là à 600 Hz pour venir accorder le médium. Là, on se rend compte qu'on n'a pas la bonne sommation. C'est sûrement dû à mon délai ici. Voilà, là, j'ai plus d'histoire de délai. Donc, j'ai un tout petit creux là qui correspond quand même à ces histoires de déphasage. Bon, soit on s'en fiche, soit il va falloir jouer avec les délais aussi. Mais ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre. C'est pas ce qui est intéressant dans cette simulation-là. On va peut-être apporter juste un petit peu de gain au médium, de manière à venir avoir une courbe à peu près plate qui va nous permettre de pouvoir lire la simulation. Donc là, on a la sommation de nos 4 haut-parleurs, une courbe à peu près plate, hein, c'est pour la simulation. De toute façon, dans la vraie vie, on ne fait pas mieux que ça. Et puis, on va retourner sur le hors axe. Donc là, on se rend compte que ces creux de directivité qu'on avait, hein, ces gouffres qu'on pouvait voir sur un MTM, c'est gommé et on a quelque chose de beaucoup plus homogène et beaucoup plus sympa en directivité horizontale. On a vu tout à l'heure ce que ça donnait une biblio qui serait debout sur le plan de la directivité verticale. Là, on avait étudié toutes les configurations sur le plan horizontal. Hein. Même si dans votre meuble, vous pourriez mettre une biblio en directivité en debout, on se retrouverait avec quelque chose de plus sympa, mais on aurait une directivité verticale qui correspondrait à ça. Alors mon enceinte centrale, eh ben, elle n'est pas parfaite parce qu'on va avoir une petite directivité verticale comme une enceinte debout, ici, entre ces deux haut-parleurs-là. Bon, il n'y a pas de mystère, à part le coax, il n'y a rien qui va résoudre ce problème-là. Donc si on veut simuler la directivité verticale de ce combo-là, comme on a tout renseigné ici, on a mis notre axe Y, ici notre axe Y et les haut-parleurs, eux, ils sont centrés, donc ils sont à 0. On va pouvoir simuler la directivité verticale. Alors j'ai pas mis de profondeur pour le médium parce que par rapport en fait au Twitter que je vais utiliser, il n'y a quasiment pas d'écart. Donc on va négliger ça pour le moment. Et si on veut voir ce que ça donne sur le plan vertical, eh bien on retourne demander au logiciel ce qu'on veut comme simulation. Donc là, on va enlever tout ce qui est directivité horizontale. On va se rajouter du vertical. Donc là, on va y aller un petit peu plus doux parce que c'est moins, on a moins de variations possibles. Mais quoique, on va faire les mêmes, on s'en fiche. Mais c'est vrai qu'on aura moins de variations au point d'écoute. Hein, on ne bouge pas trop. On bouge pas trop en hauteur une fois qu'on est assis, qu'on regarde un film, mais c'est pas grave. Ça va aussi jouer sur la réponse en puissance de l'enceinte, donc c'est important de voir ça. Hop. Allez, je termine avec mes 60 degrés, et maintenant on a ça. Alors, on va remettre un petit peu d'épaisseur à nos lignes pour que ce soit lisible. Vous voyez, pas de miracle, c'est déplacé plus haut parce qu'on a une fréquence de coupure plus haute, mais sur le plan vertical, on aura la directivité d'une de voie. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la directivité d'une enceinte centrale. Donc rappelez-vous, une biblio couchée, en fait, c'est un compromis. Hein. Alors couchée, si vous pouvez la mettre debout, ça marche aussi.
Dans une salle dédiée, derrière un écran, on met 3 fois la même enceinte et puis on aura la directivité horizontale de ces enceintes, la même chose que pour les frontales. Donc l'étude, elle se fera de la même manière que pour vos enceintes frontales. Dans un meuble télé, comme c'est le cas pour moi, il faut tenir compte des contraintes qu'on a. Donc on couche les enceintes. Enfin, en tout cas, on a des enceintes qui sont plutôt couchées. Donc une biblio couchée, c'est un compromis. Le MTM, c'est plus joli, mais sur le plan de directivité, c'est quand même moins bien. Et la 3 voies, alors idéalement avec un petit coax, ou sinon, comme je le fais avec un mini médium et un tweeter, eh ben, c'est plutôt pas mal parce qu'on a vu que la directivité horizontale de cette combinaison-là eh ben, est plutôt intéressante. Je vous la remets pour terminer. On se remet sur la directivité horizontale d'une configuration telle que j'aimerais la faire et on se retrouve avec quelque chose de plus performant que ce qu'on aurait autrement. Alors les amis, cette vidéo va toucher à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Si ça vous a plu aussi, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça encourage pour les prochaines vidéos. Avant vraiment de terminer, je voulais aborder un dernier point avec vous. Est-ce que la directivité des enceintes et de l'enceinte centrale ici, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Moi, j'entends déjà des gens me dire écoute, moi, quand je regarde un film ou quand j'écoute de la musique, je me mets à une place précise, j'oriente l'enceinte vers moi, je suis directement dans l'axe et la directivité, je m'en fiche un petit peu. Est-ce que c'est un raisonnement qui est juste? Oui et non. Non, pourquoi? Parce que ce raisonnement-là, il peut être juste si vous écoutez en extérieur, et même en extérieur, ça pourrait se discuter, mais en extérieur ou dans une pièce anéchoïque, c'est-à-dire sans réverbération de la pièce. Malheureusement, dans un salon, ça n'existe pas vraiment. Dans notre salon, les sons sont réverbérés et le signal sonore qu'on perçoit dans notre canapé, à notre emplacement d'écoute, c'est la somme du champ direct. Donc le champ direct, c'est tout ce qu'on vient d'étudier en fait. C'est ce que sort l'enceinte brute dans l'axe ou hors axe, mais si on se déplace, mais c'est ce qui sort de l'enceinte de manière brute. Ça, c'est le champ direct. Nous, notre exercice d'aujourd'hui, c'est un exercice de style en fait, parce qu'on a étudié que le champ direct. Quand on est au point d'écoute et qu'on écoute nos enceintes, le signal qu'on perçoit, c'est la somme de ce champ direct et c'est la somme du champ diffus aussi. C'est-à-dire qu'on a une combinaison des deux. Le champ diffus, c'est quoi? C'est le rayonnement de l'enceinte dans l'acoustique de la pièce et ce qui va vous être renvoyé aux oreilles. L'enceinte, si elle a une courbe qui est superbe dans l'axe, vous avez un champ direct qui est parfait, mais si le hors-axe de l'enceinte, c'est-à-dire sa directivité n'est pas bonne ou est chaotique, le champ diffus, lui, va être un petit peu à l'image de ça. C'est ce qu'on appelle parfois la réponse en puissance de l'enceinte, ça n'a rien à voir avec les watts, c'est l'énergie que rayonne l'enceinte dans la pièce. Et cette énergie, on a vu sur les simulations qu'elle peut varier en fonction de la fréquence et ça dépend de la directivité de l'enceinte. Il y a des fréquences, vous avez vu sur la MTM, il y a un gros gouffre autour de 2000 Hz, et bien ça veut dire qu'à 2000 Hz, si on est en dehors de l'axe de l'enceinte, ça rayonne pas beaucoup d'énergie, ce qui veut dire que la pièce ne va pas ramener beaucoup d'énergie à 2000 Hz, et donc on va avoir une somme de champ direct, champ diffus qui va être diminuée peut-être dans cette fréquence-là, et donc on va percevoir moins bien ces sons-là, ce qui veut dire que l'enceinte va être peut-être un peu plus étouffée à l'oreille, comme ça, enfin voilà, j'extrapole, mais c'est un petit peu l'idée. Donc ce champ diffus,
et donc la réponse en puissance de l'enceinte, ça a quand même une certaine importance. Alors je le répète, ce qu'on a fait là, c'est un exercice de style. C'est pas la peine d'aller jeter tout de suite vos enceintes centrales, même si vous avez une enceinte en MTM. Ça ne veut pas dire que ça marche bien, pas bien, mais là, c'était juste pour étudier le truc. On est sur Just Die It, on fait du do-it-yourself, on s'amuse avec les haut-parleurs, les configurations, on fait un petit peu des choses à la carte. Moi, j'ai un besoin particulier où je veux faire une enceinte centrale pour mettre dans un meuble télé, etc. Je sais que ce n'est pas idéal. J'ai des haut-parleurs à la maison et je fais une config qui m'intéresse sur le plan technique. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, ça veut juste dire que on s'intéresse à ça, c'est l'objet de discuter et d'avancer un petit peu sur la technique. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer cette vidéo. Donc n'oubliez pas, le do-it-yourself, c'est que pour le plaisir, c'est un hobby, on aime ça. Et je vous invite pour la prochaine vidéo à venir la voir. Le sujet, eh ben, ça va être de construire les caisses, donc on va mettre un petit peu les mains dans la sciure. L'idée, ça va être de dessiner le plan de la caisse et la charge des haut-parleurs, et puis ben, on va passer à la construction de l'enceinte. Alors vous verrez, je ferai quelque chose d'assez simple, hein, ça va être caché dans le meuble, on verra que la façade. Donc on ne va pas se casser la tête sur ce projet-là, mais ça va nous permettre d'aborder d'autres notions techniques, notamment sur la charge du haut-parleur, et puis des notions de bricolage aussi, hein, par exemple pour faire encastrer les haut-parleurs, découper, etc. Donc merci encore de m'avoir écouté, abonnez-vous, likez, et puis je vous dis à bientôt.